Et maintenant, poursuivons avec les nouvelles culturelles. D'abord, voici les chroniques hebdomadaires de la librairie Alpha et de la boutique Erso Informatique. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des Bluetooth. Oui, avec la nouvelle saison qui arrive l'été, les gens sortent beaucoup plus. Puis on sait depuis un grand bout, les Bluetooth sont rendus une nécessité parce qu'on ne peut pas se promener en parlant au cellulaire. En voiture. Donc c'est ça. Il y a plusieurs types pour des différentes personnes. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, avoir un Bluetooth à l'oreille. C'est pour ça qu'on a des Bluetooth qu'on peut mettre sur le pare-soleil. Ah oui? Donc, juste à accrocher. Dès qu'il sonne, il y a un bouton, on pèse pour répondre. Il y en a même qui sont liés directement avec les haut-parleurs de la voiture. OK. Donc, c'est une très bonne qualité. Sinon, il y a les types qu'on connaît beaucoup, qui sont vus beaucoup plus fréquemment. Les Bluetooth qui vont sur l'oreille, c'est aussi une très bonne qualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se promener avec un peu partout. C'est pas juste dans la voiture. Puis, quand tu dis qu'on peut... qu'on peut entendre avec les haut-parleurs de la voiture. Oui. On parle, la personne parle comme ça dans la voiture, puis ça... Oui, c'est ça. Dans le fond, on entend la personne qui nous parle via les haut-parleurs. Puis avec le micro, ça nous permet qu'elle nous entende. OK. Oui. Ah oui, super. Puis, je me posais aussi une question un petit peu, ça n'a pas vraiment un rapport avec les Bluetooth, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font avec leur cellulaire une fois qu'ils sont désuets? Oui, c'est ça. Dans le fond, chez TELUS, on a un programme de recyclage. Les gens peuvent apporter leur cellulaire en magasin. Nous, on l'envoie à TELUS. Dépendant du téléphone, aussi, on peut dire, de son passé, de son antécédent, s'il est usé ou s'il est plus vieux, les clients peuvent avoir une compensation pour un montant. Sinon, même s'il n'y a aucun montant qui sont donnés, dans le fond, TELUS verse 3 $ à la compagnie, à une compagnie qui plante des arbres. Ah oui? Oui. OK. Pour l'environnement. Donc, finalement, ne jetez pas vos cellulaires si jamais en plus, les batteries cellulaires, comme on sait, contiennent des matières toxiques dangereuses. Fait que donc, c'est important de ramener pour recycler. Excellent. Bien, merci beaucoup, Olivier. Bien, ça fait plaisir. Et bonne journée. Merci. Cette semaine, c'est Sonia Pelletier qui nous fera un petit millimélo de lecture agréable à faire ce printemps. Alors bonjour, moi c'est Sonia Pelletier, je suis libraire à la librairie Alpha. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des ouvrages dans 3 genres différents. Un album de contes, je pense que pour ce genre littéraire-là, on ne l'a pas vraiment abordé au cours de nos chroniques. Alors on sait très bien que les albums, c'est ce qui est le début les premiers contacts des histoires pour les enfants. Avec ensuite un roman étranger. Et pour finir, je vous présenterai des ouvrages, des livres de recettes sur les produits de l'érable. Alors, les albums de contes, évidemment, on veut tous raconter des histoires à nos enfants. Il y en a qui sont plus touchants, d'autres qui sont rigolos, d'autres qui appellent à l'interrogation. Aujourd'hui, je vous présente Pas de ciel sans oiseaux. Alors, c'est l'histoire d'Augustin et de Victor. Victor étant un petit garçon qui se présente un jour chez Augustin. Augustin, le réparateur du village. Il arrive avec un oiseau mort dans ses mains et il demande à Augustin de le réparer. Augustin dit, mais je crois pas que je serais capable de réparer un oiseau. Alors, Victor, il dit, mais oui, il dit, tu répares tout, toi, Augustin. Alors, pour ne pas faire de peine à l'enfant, il garde l'oiseau. Il le met sur sa table de travail et puis, au cours de l'avant-midi, il le regarde et le prend dans ses bras, commence à l'observer et puis à admirer surtout tout ce qui compose le plumage de l'oiseau, etc. Et au fil de ses manipulations, tout à coup, il entend « cuit, cuit, cuit ». Et là, incroyablement, il a redonné vie à l'oiseau. Alors, le soir, lorsque Victor se présente chez Augustin, il lui tend l'oiseau et l'enfant, tout naturellement, comme si c'était... il n'a jamais douté qu'Augustin ne pouvait réparer l'oiseau et il repart. Alors, le lendemain, Augustin s'interroge et finalement, il se dit, j'ai pu réparer un oiseau, redonner vie à un oiseau. Et il avait observé que dans son entourage, il n'entendait plus de chant d'oiseaux. Alors, il dit, moi qui peux tout réparer, j'ai réparé un oiseau. Alors, il s'attaque à la tâche et il se met à fabriquer des oiseaux de toutes les espèces.
Et ça devient un secret bien gardé parce qu'il est persuadé que personne au village ne croirait qu'il est fabricant d'oiseaux. Alors, quand les gens frappent à sa porte pour faire réparer une horloge ou tout autre objet, il dit « Ah, je suis désolé, j'ai pas le temps, je suis occupé ». 5 ans plus tard, 5 ans après que Victor lui eut demandé de réparer son oiseau, il le rencontre dans la rue et il lui confie son secret. Et Victor, tout naturellement, accompagne Augustin dans son atelier et il apprend à son tour à fabriquer des oiseaux. Et la fin de l'ouvrage nous laisse songeurs et c'est une belle finale pour discuter et aller plus loin. Victor regarde Augustin, ce vieil homme, et il se dit « Lorsque Augustin sera mort, je vais le réparer à mon tour. » Le deuxième ouvrage, c'est un roman étranger, de l'auteur Jason F. Wright. C'est un Américain qui est également un blogueur politique et pigiste au New York Times dans la section Affaires politiques également. Alors, Le jardinier des âmes, c'est un roman, mais c'est aussi une allégorie. Le jardinier des âmes, finalement, c'est le personnage principal du livre. Dans ce livre-là, on retrouve John et sa petite fille Loulou, qui sont en deuil de sa femme et de sa mère, qui décèdent dans un accident d'auto où ils étaient présents tous les deux. Alors, on se retrouve... ce n'est pas un livre, ce n'est pas un drame, parce qu'on nous présente le processus de deuil de façon romancée et les petites choses du quotidien auxquelles on se rattache. Également, parfois, comment est-ce que notre deuil, la façon dont on le vit peut affecter une autre personne proche. Alors, John, lui, va pratiquement tout abandonner. Il perd le goût de vivre. Il est pomiculteur. Il laisse aller son entreprise. Tout le monde autour, évidemment, le soutient du mieux qu'ils le peuvent. Et puis, il s'était, au fil des journées, inventé des petits gestes qui deviennent des rituels. Il retourne quotidiennement sur les lieux de l'accident. Et puis un jour, en arrivant sur les lieux de l'accident, il voit un homme qui est agenouillé à côté des croix qu'il avait fabriquées. Et cet homme, c'est le jardinier des âmes. Et cette personne-là va lui permettre de traverser son deuil. Il va l'accompagner au quotidien, il va l'amener plus loin, il va l'amener à s'interroger, à se poser des questions. Il faut savoir que John est un être qui avait été souvent meurtri dans sa vie. Avait vécu énormément de pertes. C'est un beau roman qui nous laisse, quand on finit cet ouvrage-là, on est content de voir comment est-ce que la vie prend le pas sur la mort. Alors, moi, je vous invite à lire cet ouvrage-là, Le jardinier des âmes, qui est écrit par l'auteur qui avait écrit... Le titre m'échappe, je vais vérifier derrière le livre Les lettres du mercredi qui était paru en 2009 où c'était un couple qui, au moment de leur mariage, s'était promis de s'écrire à chaque mercredi. Et 39 ans plus tard, après leur décès, leurs 3 enfants découvrent ces lettres-là et commencent à parcourir finalement la vie de leurs parents, qui est une vie souvent différente de la même vie, de la vie qu'on vit avec nos propres parents, mais on a chacun nos vies indépendamment de nos enfants. Alors, c'est un nouveau roman de cet auteur-là, Jason F. Wright. Et pour terminer la chronique, comme on est rendu au printemps et que c'est la saison du sirop d'érable, alors j'ai choisi de vous présenter brièvement quelques ouvrages que nous avons à la librairie. Alors, pour commencer, nous avons le Guide de l'érable au Québec, qui est un répertoire de 300 cabanes à sucre sur les différentes régions, dans les différentes régions du Québec, avec inclus 50 recettes traditionnelles des cabanes et certaines nouvelles également. Alors ça, c'est le Guide de l'érable au Québec. Ensuite, dans la pure tradition des recettes du sirop d'érable, c'est le sirop d'érable au Québec en 100 recettes préférées de Suzette Couillard. Alors celui-là, c'est vraiment là, le jambon, les fèves au lard, les grands-pères. Alors ça, c'est dans le traditionnel. Et les 2 derniers, à l'érable, délectable de l'entrée au dessert et cuisiné avec le sirop d'érable au Québec.
Alors là, ces deux-là, on y va vraiment de l'entrée au dessert. Et ce sont des recettes pour plusieurs nouvelles où on trouve le sirop d'érable avec l'agneau, le veau, le porc, le bœuf, évidemment le jambon, avec les poissons dans les entrées et dans les desserts. Alors, je vous souhaite de belles découvertes culinaires et évidemment, comme le sirop d'érable est un produit du Québec, on va les encourager. Alors, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Depuis le 30 avril dernier et ce jusqu'au 18 mai prochain, le Musée de la Gaspésie exposera les œuvres du grand peintre canadien du 20e siècle, Eugène Klimov. Peintre russe ayant émigré au Canada suite à la Deuxième Guerre mondiale, Klimov a produit plus de 2000 toiles et 3000 dessins dont plusieurs sont inspirés de la Gaspésie, qu'il affectionnait particulièrement. En 1951, le ministère des Pêcheries du Québec, sous l'égide du docteur Camille Eugène Pouliot, demandait à Eugène Klimov de réaliser 31 toiles portant sur la pêche artisanale en Gaspésie. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a fait don de cette collection au Musée de la Gaspésie en 1995. Ces œuvres, inspirées des scènes quotidiennes des havres de pêche gaspésiens du début du 20e siècle, sont marquées par la virtuosité de la ligne et de la couleur. C'est donc une exposition à voir au Musée de la Gaspésie jusqu'au 18 mai prochain. Pour plus de détails, visitez le site web du musée à l'adresse apparaissant au bas de l'écran. Nous vous présentons encore une fois cette semaine un autre projet mis sur pied par CD Spectacle en partenariat avec l'agence MC Brière et des étudiants et professeurs de la polyvalente CE Pouliot. Le projet La Cité, c'est avant tout une idée folle du diffuseur de Gaspé, CD Spectacle, en la personne de Josée Roussy, qui avait elle-même un historique, un des antécédents de metteur en scène à Montréal. Puis elle avait remarqué, quand elle était metteur en scène à Montréal, que c'était facile d'amener le processus créatif vers les jeunes, parce que la proximité physique était là. Les étudiants étaient souvent près d'une troupe de théâtre et vice-versa. Donc, c'est facile pour un comédien de quitter une pratique, puis aller dans une classe, puis revenir et vice-versa. Le grand défi qu'on a ici en Gaspésie, c'est bien sûr notre grand territoire. Et c'est un défi, mais maintenant, grâce aux nouvelles technologies, bien, le projet de la Cité vise à amoindrir un peu ces distances-là, donc d'amener le processus créatif vers les jeunes en leur faisant vivre une expérience avec des artistes qui sont programmés à CD Spectacle. Et pour ça, bien, il fallait avoir des collaborateurs audacieux qui aiment entreprendre parce que c'est un projet qui n'existe pas. Donc, c'est de travailler avec une cohorte de 126 étudiants de secondaire 4 et 5, les amener dans un projet qui n'existe pas, en utilisant de nouvelles technologies et de le créer avec eux. Et où est-ce qu'ils sont maîtres? Donc, où est-ce qu'ils sont des citoyens actifs en lien avec les arts, donc, qui sont dans une cité? Alors, moi, mon rôle en tant qu'enseignante, c'est d'arrimer CD Spectacle, qui est le diffuseur culturel, la compagnie de théâtre Le Clou et les élèves qui vont devenir des acteurs spectateurs au sein du projet La Cité. Donc, c'est sûr que moi, comme enseignante, j'ai des objectifs pédagogiques. Dans la réalité, on a le volume avec la théorie, mais pour des élèves qui aiment bouger, c'est abstrait, ça peut être lourd. Alors, le projet La Cité permet de donner une dimension vivante et très concrète à tout cet aspect-là qui est théorique. Ça leur permet aussi d'assister à une représentation de théâtre ou d'un autre spectacle, parce que le projet va s'échelonner sur 3 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement une démarche qu'ils feraient d'eux-mêmes. Et je considère que c'est important que l'école offre cette opportunité-là d'assister à un spectacle et d'élargir l'horizon culturel pour permettre justement de créer une culture personnelle plus intéressante. Le volet typiquement français, c'est sûr qu'on voit la lecture d'une pièce, on assiste à la scène, au théâtre, tout ça. Les élèves vont écrire et ils vont surtout aussi travailler avec les nouveaux médias, les technologies de l'information. Donc, on a déjà eu des rencontres Skype avec les artistes et par la suite, ils vont contribuer sur une plateforme qui s'appelle La Cité. Pour vous donner un exemple, ça ressemble à un Facebook, mais juste pour le projet. Et on se rend compte que ces technologies-là, les élèves vont prendre une dimension plus importante, notamment sur qu'est-ce qu'on met pas, la vie privée, la vie publique, notre profil. Donc, c'est une dimension qu'on ne soupçonnait pas au départ et on se rend compte qu'elle va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que le projet va avancer. Donc, on a des belles réflexions personnelles, éthiques et aussi artistiques en perspective.
Puis, on parle avec tous les aspects de la scénographie, les artistes, le metteur en scène. Donc, on a aussi une approche orientante dans le sens qu'on développe ou on éveille les élèves au métier de la scène. Donc, c'est pas juste être comédien, il y a beaucoup de monde en arrière. Donc, c'est important aussi qu'ils constatent cet aspect-là parce qu'ils s'en vont bientôt sur le marché du travail. Peut-être qu'il y en a qui vont accrocher, puis qui vont se trouver une vocation, puis que c'est le projet La Cité qui va la déclencher. C'est des spectacles qui est venu me chercher pour supporter Annie, puis supporter aussi la mise en place de cette plateforme-là. Quand on parle d'une plateforme, il faut y aller simplement. On utilise donc Internet, c'est-à-dire la grande toile, et on veut une assiette, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller s'installer tout le monde de façon confidentielle. Fait qu'on va aller mettre un peu une tente derrière les 126 jeunes, Annie, Émilie, qui est l'autre professeure de français, José Roussy de C'est des spectacles, les artistes du théâtre Le Clou. Parce que cette année, nous allons travailler avec la pièce État, Éclat et haute liberté du théâtre Le Clou, qui ont très belle approche dans le théâtre ado, mais qui ont aussi beaucoup d'outils pédagogiques. L'année prochaine, ça pourra être avec une autre troupe ou avec d'autres artistes en danse ou autres. L'important, c'est qu'on puisse amener le processus créatif vers eux. Donc, on a créé un petit focus group. On a pris 3 jeunes par classe, fait qu'on a une vingtaine de jeunes. Fait que moi, je construis la plateforme à partir de leurs commentaires. Fait qu'on fait de la construction ensemble, puis on est en train de le voir. Mais c'est vraiment... c'est sûr que l'année prochaine, on va partir à zéro avec une année puis une cohorte. Mais quand on attend des débuts d'année pour partir des choses, des fois, ça part jamais. Fait que c'est ça, être entrepreneur aussi. Oui. Il faut attendre, il y a la demande de subvention, c'est l'obtention de la subvention. Ça fait que tout dépendait de cette subvention-là parce qu'on a bénéficié d'une bourse Rideau. Donc, on est la seule polyvalente au Québec à l'avoir eue. Je veux rassurer les parents, ce n'est pas un projet qui ne mène à rien. Non. Il mène à une évaluation. C'est ça, il y a la pédagogie là-dedans. Oui, puis c'est très rigoureux. Mais bravo, en tout cas, c'est un beau projet. Bonne chance avec la suite. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous en parler. Merci Ça nous a fait plaisir. Exceptionnellement, la semaine prochaine, le Cinélude de Gaspé présentera un film en 3 dimensions intitulé Pina, qui relate l'histoire de la chorégraphe et danseuse allemande Pina Bausch. Voici la bande-annonce. À noter que ce film sera présenté un soir seulement, soit le mardi 8 mai à 17h et 19h30 au cinéma Le Cube. Le Cinéparc Cartier ouvrira officiellement ses portes le week-end prochain, soit le 4 et 5 mai. Pour l'occasion, rendez-vous au coucher du soleil à Corte-Réal pour la projection de la comédie sentimentale C'est la guerre. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Hong Kong? Je suis le commandant d'un énorme paquebot. Mon ami de petite taille, ici présent, est agent de voyage et il déchire. Vous n'avez pourtant pas du tout une tête de commandant. Vous voulez la vérité? Oui. On est tous les 2 agents secrets. On a des vies géniales. Tu as regardé quoi sur ton PC? Une photo de ma nana. Ah ouais, je faisais la même chose. Tu veux la voir? À 3. 1, 2, 3. C'est Lauren Scott.
Ça me fait drôle de sortir avec deux mecs en même temps. Je vais brûler en enfer. Tu te fous de moi? Vas-y, t'es souple, organise-toi. Ok, sors avec elle. Je m'en mêle pas, ce serait vraiment pas cool pour toi. Pardon? Ça veut dire quoi? T'empêches pas de la voir à cause de moi. Messieurs, cette opération est top secrète. Devrait suivre l'agent Hanson. J'ai passé une merveilleuse soirée. Douche froide. C'est mission terrain, on devra rester couvert. Je reviens tout de suite. Je rêve. Ça devient bizarre. Quelle souffrance! Moi, il faut que je me tape le même mec tous les mercredis soirs. Je dois trancher. Je me donne 8 jours pour choisir. Et que le meilleur gagne. J'y compte bien. Oh, je me suis coincé le doigt sur la détente. J'arrive. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur la programmation du Cinéparc, je vous invite à visiter la page Facebook sous le nom Cinéparc Quartier, écrire à l'adresse apparaissant au bas de l'écran ou téléphoner au 88 368 1767. Et voilà, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions à expresso@telegaspi.ca et prenez note que toutes nos émissions sont diffusées en permanence sur notre site web à telegaspi.ca. Bonne semaine!